Ok, et ben c'est parti pour ce premier slot. Donc on va vous montrer comment on va pouvoir construire une application de machine learning en moins de 30 minutes. Donc moi je m'appelle Alban Philippe, je suis data ingénieur chez Xebia. Moi, je m'appelle Mouloud Ounassi, je suis aussi data ingénieur chez Xebia. Alors, de quoi qu'on va parler premièrement, on va vous présenter ce que c'est un pipeline de machine learning classique. Et ensuite, on va détailler chaque étape de ce pipeline sous forme de code en suivant un cas d'utilisation que Mouloud vous présentera juste après ça. Alors, premièrement, présentation de ce que c'est un pipeline de machine learning. Donc, un pipeline classique, il va avoir cette tête-là. Donc, on va vous expliquer chacune des étapes un peu plus en détail ensuite. Donc, concrètement, en quoi ça va consister? Ça va consister à construire un modèle qui va permettre derrière de sortir des prédictions. Donc, de là, on va retrouver les deux principales étapes, construire le modèle et derrière l'utiliser pour effectuer des prédictions. Donc, la partie la plus intéressante, ça va être la construction de ce modèle. C'est ce qu'on va voir, nous, ensemble. Donc, comment ça va se passer? On va avoir deux étapes, une étape de construction, une étape de test, qui va nous permettre de vérifier si notre modèle est pertinent ou non. Donc pour ça, on va séparer notre jeu des données qu'on va avoir en deux étapes, en deux sous-jeux de données. La première étape qu'on va faire, elle s'appelle du feature engineering. On va transformer nos données. On se retrouve avec des données brutes, des données qui ne sont pas exploitables directement. On va les nettoyer, créer de nouveaux indicateurs, etc. pour avoir les caractéristiques qui nous intéressent. Une fois qu'on a récupéré donc, ces caractéristiques qu'on appelle des features, on va créer notre modèle de machine learning avec, grâce à des mécanismes qu'on verra un peu plus en détail derrière, qui vont nous permettre de automatiquement créer le meilleur modèle possible, le plus adapté à notre cas d'utilisation. Une fois qu'on a créé ce modèle, on va pouvoir calculer la performance de ce modèle avec le jeu de test qu'on avait créé au départ. Là, l'intérêt ici, c'est que ce jeu de données-là n'a pas permis la construction du modèle, donc on peut tester notre modèle sur des données qui n'ont jamais été vues. Et c'est ça l'intérêt vraiment de ce split-là. Derrière, une fois que le modèle est créé, validé, on peut l'utiliser pour faire de la prédiction. Donc, derrière cette théorie, il y a tout un tas de concepts qu'on va voir avec la librairie qu'on va utiliser pour implémenter ce pipeline. Donc on va utiliser la librairie SparkML, qui est la librairie de machine learning de Spark. Et donc on va retrouver des concepts qu'on va détailler tout à l'heure, comme des data frames qui vont permettre qui vont modéliser nos données, des transformers qui vont transformer nos données. Pour trouver le meilleur modèle possible, on va utiliser ce qu'on appelle un cross-validator. On verra le concept d'estimateur qui nous permettra de voir quelle est la performance de notre modèle. Et enfin des transformers, donc j'en ai déjà parlé, qui de la même façon que pour le feature engineering, notre modèle transformera des données en nouvelles données. On verra ça tout en détail par la suite. Donc nous allons maintenant vous présenter le cas d'utilisation sur lequel on a travaillé et qu'on va vous présenter. D'accord. Donc ce qu'on va implémenter ici, donc pour voir toutes les étapes qui vient de vous présenter Alban, on va prendre un exemple et pour être très original, on va faire de l'analyse de sentiments sur Twitter. Donc on va prendre les tweets, on va construire ce qu'on a appelé ici modèle et on va prédire sur un ensemble de tweets est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs. Donc notre objectif, c'est de voir si Twitter aime Donald Trump. Tout le monde sait que Trump adore Twitter. On va essayer de répondre à la question, est-ce que Twitter aime Trump? Donc c'est notre objectif pour la fin de la présentation. Le dataset sur lequel on va travailler, donc c'est un dataset qui est disponible à tous. C'est un dataset propre. Donc c'est un dataset de tweets labellisés. Donc on a pour chaque tweet le sentiment associé, donc positif ou négatif. On a à peu près 1 500 000 tweets qui sont très bien balancés, pour faire simple. Donc on a à peu près 50-50 de positifs et de négatifs. Donc là, on a des données plutôt propres. Souvent, on n'a pas ce genre de données et il faut faire beaucoup de travail pour en arriver là. Mais l'idée, c'est d'illustrer toutes les étapes que vous a présentées Alban en partant de ces données-là
à notre modèle qui va faire de la prédiction de sentiments sur des tweets. Donc première étape, comme vous l'avez vu, c'est le feature engineering. Et donc là, j'ai mis text processing parce que là, les données sur lesquelles on va travailler, c'est du texte. Donc comment on part de ce texte-là et on en arrive à des données, à des valeurs numériques qu'on peut utiliser dans un modèle de machine learning. Donc là, ça nous amène à voir le premier concept de SparkML. Donc là, en SparkML, pour faire du feature engineering, on utilise ce qu'on appelle des transformers. Donc un transformer, c'est une abstraction de SparkML qui va englober un certain nombre de transformations qu'on utilise assez souvent dans le machine learning. On va voir, il y en a énormément. Vous pouvez aller les voir aussi dans la librairie de SparkML. Mais on va en voir quelques-uns, surtout dans le text processing. Dans le principe, donc là en SparkML, tout part de data frame. Donc on va utiliser les data frames de Spark. Et on a une data frame en entrée avec un ensemble de colonnes. Et on applique ce qu'on appelle transformer, donc ces fameux transformers-là, qui ont tous une méthode qui s'appelle transform, et qui va prendre en entrée une data frame et va nous envoyer en sortie une autre data frame. Cette data frame de sortie a une nouvelle colonne qui va contenir la transformation qu'on voulait, qu'on applique avec le fameux transformer. Donc ça, c'est une abstraction, et il y a des implémentations par type de transformation. Donc là, pour revenir à notre cas d'usage, donc ce qu'on veut faire dans cette phase de feature engineering, c'est partir d'un tweet, donc de texte, et d'arriver à des features, des valeurs numériques. Donc là, je vous ai mis 4 étapes. On peut en avoir plus, mais déjà pour illustrer, c'est un peu les cas minimum pour avoir quelque chose de cohérent avec du text processing. Donc première étape, c'est ce qu'on appelle tokenizer. On va voir ce que ça fait. Les n-grammes, on va voir ce que c'est, le hashing TF pour faire du term frequency et le IDF. Donc c'est les différentes étapes qu'on va appliquer à notre texte pour arriver à des valeurs numériques. Donc on va voir donc chacune des étapes à quoi ça correspond. C'est un peu trop. Donc on va commencer par la première étape qui est la tokenisation. Donc la tokenisation, c'est très simple, c'est on part d'un texte, on découpe chaque phrase en mots. Et là, c'est tout simplement, on split par l'espace. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et en SparkML, donc il y a un transformer qui nous permet de faire ça. Donc là, c'est ce qu'on va voir à chaque fois. Chaque fois, il y a un objet dans SparkML qui nous permet de le faire. Donc on n'a rien à coder. Enfin, on a codé, mais on n'a rien à inventer. Donc dans SparkML, c'est organisé en package. On a notamment le package features. On va les voir tout au long de ces étapes. Et on a un transformer tokenizer. Donc on a juste à instancier un tokenizer en lui donnant la colonne d'input. Je vous ai dit, le transformer prend une data frame et un data frame en sortie. La data frame d'entrée a une colonne qui contient nos données. Et donc, on lui donne cette colonne-là, la colonne d'input, et la colonne d'output qui va découper tout ce texte en mots. Donc, on aura une colonne vecteur qui va contenir la liste des mots. Donc, on instancie notre transformer et on a notre transformer. Il suffira d'appeler la méthode transform de ce transformer pour appliquer la transformation. Deuxième étape, c'est les n-grammes. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle un n-gramme? Donc, un n-gramme, c'est une technique en text processing qui permet de prendre un minimum le contexte dans lequel apparaît un mot. Donc là, l'idée est très simple. C'est au lieu de découper mot par mot, au lieu de prendre ce qu'on appelle les tokens mot par mot, on va prendre des tokens qui sont des combinaisons des mots. Donc là, si on prend des bigrammes, ce qu'on voit ici, donc 2, on va les prendre 2 à 2. C'est aussi simple que ça. Donc c'est simpliste entre guillemets, mais ça marche déjà plutôt pas mal. Et donc c'est typiquement pour ce type de cas d'usage. I'm not happy. Si on découpe en mots, j'ai I am not happy. Et si je fais de l'analyse de sentiments, donc là j'ai happy, qui est plutôt un mot positif. Donc c'est pas forcément ce qu'on cherche. Si je prends des tokens bigrammes, on a I am not et not happy. Donc là on a not happy et pas happy. C'est typiquement pour ce genre de cas qu'on utilise des n-grammes. Et donc pour l'utilisation de SparkML, pareil, on a dans Features un transformer qui s'appelle n-gramme. On a instancié notre n-gramme avec les différentes options. Donc toujours notre colonne d'input, colonne d'output, et on peut donner le nombre de grammes qu'on veut appliquer. Étape 3, qu'on appelle le hashing TF. Ça, c'est en SparkML ce qui nous permet de faire du term frequency. Donc le term frequency, c'est tout simplement pour chaque mot, on va lui mettre une valeur, et cette valeur, c'est combien de fois, en nombre d'occurrences de ce mot dans le texte. On va juste calculer le nombre de fois que ce mot apparaît dans le texte. Donc là, ça fait deux choses. Déjà, ça nous vectorise notre texte.
Grosso modo, ça nous crée un dictionnaire de mots. Donc tous les mots auront un identifiant, un indice, ce que fait un dictionnaire. Et ça, c'est fait, on ne va pas rentrer dans le détail, par une fonction qui s'appelle le hashing trick, qui est implémentée ici dans ce transformer hashing TF, qui permet de donner à chaque mot un indice unique. Et à cet indice, on va lui associer le nombre de fois que ce mot apparaît dans le texte. Donc on part de texte, de token, on arrive à un vecteur dont les indices de ce vecteur, c'est les indices des mots, et les valeurs, c'est le nombre de fois que ce mot apparaît dans le texte. Et ça, pour l'utiliser, c'est pareil, on a un hashing TF, on l'instancie, on met colonne d'input et colonne d'output, et on met des paramètres. Là, num de features, c'est la dimension de notre vecteur, c'est le nombre de features maximales que je vais utiliser dans mon texte. Donc ça, typiquement, c'est des paramètres qu'on peut tuner, on le verra juste après. Étape 4, ce qu'on appelle le IDF. Donc ça, c'est typiquement une transformation qui vient après le TF. Donc une fois qu'on a le term frequency, ce qu'on veut faire, c'est appliquer le IDF. IDF, c'est inverse de document frequency. Ce que ça permet, c'est de diviser ce term frequency de chaque mot dans le document par le nombre de fois que ce mot apparaît dans tout le corpus. C'est typiquement donner un poids plus grand à des mots qui apparaissent beaucoup dans un document et peu sur tout le corpus. Donc ça permet de mettre en valeur des mots qui sont importants pour un document. Donc là, c'est la dernière étape. Donc on part de notre vecteur de TF. Donc on a un vecteur, l'IDF, et on a les fameuses valeurs numériques, les features qu'on va utiliser pour notre modèle. Et dans SparkML, package features, transformer IDF, toujours colonne d'input et d'output, et on peut setter des paramètres liés à l'IDF. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc là, c'est les différentes étapes de feature engineering pour passer de notre texte brut à des features numériques qui nous permettent de faire du machine learning sur ces features-là. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant avec Alban. Alors maintenant qu'on a fait toute cette étape de feature engineering, et donc nos données ont la tête qu'on veut qu'elles aient, on va pouvoir créer le modèle. Donc pour créer un modèle, on va introduire une nouvelle notion de la librairie SparkML qui sont les estimateurs. Les estimateurs, ils vont permettre de transformer une data frame, donc les données qu'on vient de créer, en un modèle. Et ce modèle, ça va être un objet qui va être en fait un transformer et qui va permettre de transformer donc une data frame en une autre data frame. Et ce qu'elle va faire en fait, c'est qu'elle va, à partir de données, calculer la prédiction et renvoyer ça au sein d'une data frame. Donc, des estimateurs, en fait, il y en a tout un tas qui sont déjà implémentés dans la librairie SparkML et on peut retrouver les algorithmes classiques de machine learning. Donc, vous retrouvez de la régression logistique, du naive Bayes, etc. Donc, vous avez tout un tas d'algorithmes les plus utilisés qui sont compris dans cette librairie SparkML sous forme d'estimateurs. Donc, nous, dans notre exemple, on a utilisé un des plus simples algorithmes qui existent en machine learning, c'est la régression logistique. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de comment marche la régression logistique. Ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est que lorsque vous construisez votre modèle, donc vous avez un modèle de régression logistique, vous avez des nouvelles données que vous passez dans ce modèle. Ce modèle va sortir une probabilité. Et ensuite, à partir de cette probabilité, ce sera à nous de choisir si, en fonction d'un certain seuil, on considère que la probabilité est assez forte pour labelliser la donnée à 1. Donc, typiquement, dans notre exemple, le tweet est un tweet positif, ou inversement, la probabilité est assez faible pour qu'on considère que le tweet est un tweet négatif. Comment ça va s'implémenter de la même façon qu'on a vu pour les transformers. On a une librairie, donc le logistic régression, qu'on instancie, et derrière, on va simplement préciser de manière obligatoire deux paramètres. Premièrement, ça va être une variable qui va correspondre à la liste des données qu'on a besoin pour créer notre modèle. Donc là, typiquement, c'est les données qu'on a en sortie de notre IDF dont Mouloud vous a parlé. Et ensuite, pour que le modèle puisse être créé, on a besoin de la variable label qui est en fait, dans notre cas, la variable qui correspond au sentiment du tweet qu'on avait en entrée.
OK ? Et donc, à partir de là, on va pouvoir récupérer un modèle de régression logistique pour pouvoir faire de la prédiction. Donc, tout ça, on va pouvoir l'intégrer dans un pipeline que Mouloud va vous présenter. Donc là, on a vu les différentes étapes. Pour le feature engineering, on a vu 4 étapes. Puis, il y avait l'étape de modélisation. Donc, on choisit un modèle, on crée un modèle à partir de nos features. Et en fait, toutes ces étapes, on peut les mettre dans ce qu'on appelle un pipeline. Donc, en SparkML, on a cette notion, cette abstraction, c'est toujours pareil. On a vu le transformer, l'estimateur. On a aussi la pipeline. La pipeline est un estimateur, donc c'est considéré comme un estimateur. Donc, je ne sais pas si on l'a dit, mais les estimateurs ont une méthode fit qui permet de fitter le modèle. Et là, en l'occurrence, les pipelines ont aussi une méthode fit qui va générer ce qu'on appelle un pipeline modèle. Donc, comme les modèles de machine learning, on les fit, on a un modèle. Ici, c'est pareil, on fit une pipeline et on a un pipeline modèle. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle des stages, on va voir après. Et la pipeline, quand on la fit, elle va parcourir toutes les différentes stages qui peuvent être, comme vous l'avez vu, soit un transformer, soit un estimateur, ça ne peut pas être autre chose, soit une transformation des données, soit le modèle en question. Et si c'est un transformer, ça appelle la méthode transform, parce que ça a forcément une méthode transform. Et si c'est un modèle, un estimateur, ça appelle la méthode fit. Et à la sortie, comme le fit des modèles nous génère un transformer, le pipeline model, c'est juste une succession de transformers. Donc, c'est une succession de transformations qu'on va appliquer à nos données. Et donc là, concrètement, si on revient à notre exemple, donc ce qu'on a vu jusque-là, on a un tweet brut, on a le texte, on lui applique les différentes transformations, tokenisation, n-gram, hashing TF et IDF, on arrive à avoir un vecteur de features. Donc, on va dans notre texte, on a un vecteur de features. Ce vecteur de features, comme on l'a vu avec Alban, on lui donne en paramètre, on lui donne en entrée à notre modèle. Et ce modèle va nous générer, on va voir, une data frame pour chaque ligne, pour chaque tweet, le label, enfin la prédiction en l'occurrence, positif ou négatif. Donc là, on a toute notre pipeline de machine learning. Et concrètement, un petit problème d'enchaînement. Mais avant de créer une pipeline, ce qu'on fait, on en a un peu parlé, on a vu dans notre pipeline global au tout début. Donc on split nos données. Donc on a un train set et un test set. Donc on a nos données brutes, on les split en données d'entraînement et données de test. Ça, c'est une étape indispensable quand on fait du supervisé, des modèles supervisés, pour pouvoir évaluer nos modèles. C'est tout simple, c'est qu'on entraîne un modèle, on prédit sur ces données-là que lui n'a jamais vues, et derrière, on vérifie par rapport à la bonne réponse qu'on a déjà dans nos données, et on calcule des métriques pour évaluer notre modèle. Donc ça, c'est une étape très importante qu'il faut toujours faire. Donc une fois qu'on a notre pipeline, on peut l'appliquer sur les données d'entraînement et les données de test. Donc là, pour créer une pipeline en SparkML, c'est très simple, c'est toujours pareil. Donc on a un package pipeline, on a un objet, une abstraction pipeline. Donc c'est très inspiré de scikit-learn, pour ceux qui connaissent scikit-learn. Donc on crée notre objet pipeline et on lui donne en entrée, en paramètres, les différents stages, les différentes transformations, les différentes étapes qu'on a créées jusque-là. Donc première étape, là on a un indexeur qui permet d'indexer notre label. On a vu le tokenizer, le n-gram, le hashing-tf, le IDF, et on finit par le modèle de régression logistique. Donc là, c'est toute notre pipeline. Et là, je lui donne que les objets, entre guillemets. Je n'ai pas du tout appliqué de transformation. J'ai créé ma pipeline, et c'est cette pipeline que je vais appliquer à ma data frame de tweet brut. Donc là, c'est ce qu'on va voir ici. Donc là, on voit le split. Et en SparkML, quand on a une data frame, on a une fonction qui s'appelle randomSplit qui nous permet de splitter nos données pour avoir les données de train et les données de test. Et une fois qu'on a ces données-là, on peut fitter, c'est-à-dire entraîner notre modèle. Et là, en l'occurrence, on va fitter toute la pipeline. On va lui donner la data frame de tweet brut. Et là, à l'intérieur de ce fit, il va parcourir toutes les étapes, donc faire toute la tokenisation, n-gram, etc. et entraîner le modèle. Et à la sortie, ici, on a ce qu'on appelle un pipeline model. C'est ce pipeline model qu'on va pouvoir utiliser pour prédire ce genre de nouvelles données. Donc, quand on a des nouveaux tweets, donc là, comme par exemple les données de test, on a juste à faire pipeline.transform, parce que les modèles ou les pipeline modèles, c'est un transformer, sur notre data frame de test, et on aura les prédictions. Donc, un transformer générera une nouvelle colonne. Là, il va générer une colonne prédiction qui va contenir la prédiction. Alors,
une fois qu'on a créé ce modèle, maintenant l'idée, ce qu'on a vu en début de session, c'est de mesurer sa performance. Parce que c'est bien d'avoir construit un modèle, mais on a envie d'avoir un retour sur comment ce modèle a marché. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc pour ça, on va utiliser, on va introduire une nouvelle abstraction de SparkML qui est un évaluateur. Un évaluateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir d'une data frame et il va retourner une valeur numérique qui va correspondre à la performance du modèle. On va voir qu'il y a plusieurs types de métriques qu'on va pouvoir utiliser. Et concrètement, lui, il va prendre deux colonnes en paramètres. Les labels qui correspondent, donc les vraies valeurs qu'on veut prédire, et la prédiction qui a été faite par notre algorithme. À partir de ces deux valeurs, il va pouvoir mesurer l'efficacité de notre modèle. Donc, comment ça va se matérialiser? Dans notre cas, on a à prédire une variable binaire, donc 0 ou 1. Ça ne va pas forcément être le cas tout le temps, donc c'est pour ça qu'il y a différents types d'évaluateurs. Nous, on va utiliser donc un évaluateur binaire. Donc, même chose, on instancie un évaluateur binaire, et derrière, on va lui préciser la colonne de label, donc toujours la même chose, et ensuite la métrique qu'on va vouloir utiliser. Donc là, on utilise la métrique qui est l'art sous la courbe ROC, qui est une métrique extrêmement classique quand on veut évaluer la performance d'un modèle de classification binaire. Ensuite, on a vu que dans la création de notre modèle, notamment dans le feature engineering, il y avait on pouvait jouer sur plusieurs paramètres. Typiquement, Mouloud vous a présenté un bigramme, mais ça peut être intéressant de voir ce que ça fait avec un trigramme, un quadrigramme, etc. De pouvoir jouer sur d'autres paramètres. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle un grid search. Donc un grid search, en quoi ça va consister? On va lui donner sur certains paramètres tout un tas de valeurs qu'on va vouloir tester. Et derrière, lui, ce qu'il va faire, c'est que toutes ces valeurs, il va tester toutes les combinaisons possibles. Derrière, avec l'estimateur qu'on a vu, l'évaluateur qu'on a vu juste avant, il va calculer la performance de chacun de ces modèles pour pouvoir derrière retourner le modèle le plus efficace. Donc comment ça va se matérialiser? Donc en deux étapes. Premièrement, on va lui passer en paramètre la grille de tous les paramètres qu'on veut tester. Grâce à la librairie, donc ParamGridBuilder, qu'on instancie. Et derrière, pour chaque paramètre qu'on va vouloir tester, on va lui donner le paramètre qu'on veut tester. Donc typiquement ici dans le hashing TF, on va tester le nombre de features, pourquoi pas. Et derrière, dans une liste, on lui passe tous les paramètres qu'on veut tester. Même chose ici pour l'IDF. Là, en fait, donc, on a simplement créé un tableau de toutes les caractéristiques qu'on voulait tester. Derrière, pour pouvoir l'instancier, on va créer ce qu'on appelle un cross-validator. On va lui passer en paramètre notre pipeline qu'on a instancié. Donc, il va repasser, pour qu'il puisse traiter toutes les données. Un évaluateur pour qu'il puisse comparer chacun des modèles qu'il va tester. La grille de paramètres qu'on vient d'instancier. Et ensuite, un dernier paramètre qui va permettre de faire ce qu'on appelle un k-fold, où il va séparer notre jeu de données en plusieurs jeux de données et apprendre sur une partie des sous-jeux de données et tester sur une dernière. Là, l'idée, c'est de pouvoir de construire le modèle sur des données, pas toujours sur les mêmes données. L'idée, c'est d'éviter ce qu'on appelle de l'overfitting, pour pas que le modèle soit trop collé à un certain type de données. Ce qui est intéressant ici, souvent quand on fait de la cross-validation avec Grid Search, on le fait sur le modèle. Là, on peut le faire sur tous les paramètres de la pipeline. Vous avez vu sur la partie TF-IDF, sur le modèle, etc. Donc, on peut tuner les paramètres des différentes étapes dans un cross-validateur. Donc, à la fois le TF-IDF, à la fois le modèle.
Et ensuite, pour créer notre modèle, on récupère donc le cross-validator qu'on vient d'instancier et on appelle, comme tout à l'heure, la méthode fit sur nos données d'apprentissage. Ensuite, évaluation. Donc là, on a construit notre modèle sur les données d'apprentissage. Avec le grid search, on a sorti le modèle a priori le plus efficace. Maintenant, on veut voir vraiment ce que donne ce modèle sur des données qu'il n'a jamais vues. Et donc c'est là qu'on récupère le jeu de données de test qu'on a vu tout à l'heure. À partir du modèle qu'on a sorti, on appelle la méthode transform sur le jeu de données de test. Derrière, on utilise l'évaluator binaire qu'on a instancié tout à l'heure. La méthode evaluate va nous permettre d'évaluer donc la performance du modèle et va nous sortir une métrique, donc en l'occurrence l'aire sous la courbe ROC, qui va nous permettre d'avoir une idée de la performance finale de notre modèle. Et donc je vais laisser Moul parler de la sauvegarde du modèle. Donc ça, c'est une étape importante. Donc une fois qu'on a fait toutes ces étapes pour créer notre modèle, donc on a fait la cross-validation, a priori on a le meilleur modèle possible. Donc une fois qu'on a ce meilleur modèle-là, mais nous, ce qu'on veut, on veut l'appliquer. On veut l'appliquer sur des nouvelles données, en production, etc. Donc l'idée, c'est de sauvegarder ce modèle pour pouvoir le réutiliser dans une autre plateforme ou en production par exemple. Donc comment on peut faire ça en SparkML? Donc là, c'est très simple. Une fois qu'on a notre pipeline, donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sauvegarder toute la pipeline avec toutes les différentes étapes incluses. Donc, quand on a un nouveau tweet, par exemple, on n'a pas à le transformer. On applique directement la pipeline et les transformations sont incluses dans la pipeline qu'on va sauvegarder. Donc, pour sauvegarder, on a pour notre modèle qui est issu du fit de la pipeline, on fait write.save ou overwrite si on veut écraser et on le sauvegarde, typiquement si on est sur du Hadoop dans HDFS. Et là, c'est un répertoire qui va contenir un ensemble de fichiers. Et quand on veut l'utiliser, on a juste à faire pipeline-model.load. Donc, on load cette pipeline. Et là, on a notre objet pipeline qui est prêt à l'utilisation. Il suffit de faire transform sur une data frame qui va contenir les bonnes colonnes qu'on a définies au départ. Donc, c'était texte pour les tweets. Enfin, la colonne d'entrée et de départ, il faut que ce soit le même nom de colonne parce que c'est vraiment ce qui est codé dans la pipeline. Et là, il va partir de cette colonne, faire toutes les transformations jusqu'à la prédiction. Et à la sortie de notre predict, je ne sais pas si on le fait après, à la sortie de le predict, on aura la colonne prédiction qui va contenir la valeur predict. Donc là, on a vu toutes les étapes qu'il faut faire, les différentes abstractions qu'on a de disponibles sur SparkML assez rapidement. Mais là, vous avez une vision globale. Là, on va commencer à regarder notre démo. Donc répondre à la question de est-ce que Twitter aime Trump? Et en même temps, on va vous montrer, donc on va vous montrer le notebook, donc le code qu'on a utilisé pour faire ça, et les différentes étapes jusqu'à arriver à la prédiction. Vas-y. Alors, première chose, sur ce notebook, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu un peu découvrir les données. Le jour 6. Ça va là? Donc ici c'est tout simplement petit bout de code pour afficher les données. Donc on récupère nos données qui ont cette tête là, donc c'est ce qu'on a vu dans les premières slides, les tweets et les sentiments donc, qui sont labellisés. On a un peu plus d'1,5 million tweets. Et le jeu de données est à peu près très bien équilibré avec 50% de tweets positifs, 50% de tweets négatifs. Alors, ici ce qu'on fait, donc c'est ce qu'on a vu ensemble, on split notre... je vais exécuter... Théoriquement, je peux le faire ça. Faut peut-être recommencer. Hop, ouais. Non, c'est comment? Il faut attacher le cluster. Ah ouais, tant pour moi. Hop. Donc là, on a nos jeux de données, on a nos colonnes d'input. Donc là, on a le sentiment
qui s'appelle sentiment, la colonne s'appelle sentiment, et texte qui va correspondre au texte du tweet. Hop. Donc là, on voit les données. Voilà, bon, je ne m'amuse pas à réexécuter ces bouts de code. Donc ça, c'est la partie split. Donc on a notre data frame d'entrée, on la split en data frame de train et data frame de test. Donc on a la fonction random split. Là, on peut voir combien il y en a en train, un peu plus d'1 million. Voilà, et à peu près 400 000 en test. Donc ensuite, on va instancier tous les objets qu'on a vus ensemble. Donc alors le string indexer, on ne l'a pas vu ensemble, il permet d'indexer le label donc 0.1 du tweet. C'est une étape obligatoire pour pouvoir utiliser l'API de SparkML. C'est ce qui permet de traiter les variables catégorielles. On part de catégories, on arrive à des index qui sont des valeurs numériques qu'on peut utiliser. Donc, c'est fait. Ensuite, j'instancie le tokenizer, j'instancie le ngram. Donc là, à chaque étape, on a juste à instancier l'objet. À aucun moment, on touche nos données pour l'instant. Le hashing.tf et le idf. Donc là, j'ai tout un tas d'imports de librairies pour ne pas polluer le code derrière. Ensuite, donc, la régression logistique. Donc là, on a laissé les valeurs par défaut. Voilà, donc là, c'est un naive base qu'on a testé qui finalement on n'a pas utilisé. Et l'évaluateur binaire avec qu'on a vu tout à l'heure. Et derrière, donc ça c'est toujours le code que vous avez vu dans les slides, on instancie notre pipeline qui contient tous les transformers et la régression logistique. Donc là, il y a bien un ordre dans les stages. Si une étape dépend d'une étape avant, il faut bien qu'elle soit mise après. Donc là, le ngram vient bien après le tokenizer et le TF après l'ngram et ainsi de suite. Et ensuite, on fit nos jeux de données pour créer le... Normalement, c'est rapide, sinon on peut aller directement. Tu veux loader? Ouais, donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sauvegardé le résultat pour pouvoir ensuite le loader. Voilà. Hop, peut-être j'arrête le truc. Ça devrait finir. Ouais, hop. Bon, donc, croyez-nous sur parole, ce qu'on va loader là, c'est effectivement c'est la même chose qui aurait été créée ici. Donc là, ce que je fais, c'est que je load le pipeline qu'on a sauvegardé au préalable. Hop. Et je transforme mes données de test. Donc là, c'est bon. Et là, on applique l'évaluateur avec la métrique qui est l'air sous la courbe ROC. Et là, c'est la valeur qui est. Et donc, alors vous avez pu la voir, mais elle est encore en train de tourner. On a récupéré donc une aire sous la courbe ROC qui était de un petit peu moins de 0, un petit peu plus de 0,8, qui est une très bonne globalement valeur pour de la prédiction binaire, surtout vu la simplicité de l'algorithme qu'on a mis en place. Vous l'avez vu, on n'a que 2-3 étapes de feature engineering. On utilise un modèle de régression logistique qui est le modèle le plus basique. Il existe des modèles un peu plus complexes qui auraient pu potentiellement donner de meilleurs résultats. On n'a fait aucun tuning de paramètres. Quoique, si. Celui-là, c'est le modèle loadé, donc si, on l'a fait. Et ensuite, donc on va directement, ouais. Là, l'idée en fait, c'est que là, on a créé ce modèle sur des tweets qui n'avaient rien à voir avec l'idée de base qui était de voir si Twitter aimait bien Trump. Ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on a récupéré des tweets, des vrais tweets cette fois-ci, qui contenaient le mot Trump. On s'en est fait un jeu de données et on va voir avec ce modèle qu'on a construit si oui ou non les gens sur Twitter aiment bien Trump. Donc première chose, on load une data frame donc on a sauvegardé avec des tweets
qui concerne Trump. Alors, tu l'as pas appelé pipeline model? Sinon on peut... Ah, c'est l'audit pipeline model. Ben oui. Hop, effet démo. Donc là, on compte juste parmi tous les tweets de Trump qu'on a prédit du coup si c'était positif ou négatif. On a juste compté le nombre de positifs et le nombre de négatifs pour avoir le graphe qui vient juste après. Et voilà, donc, vous l'avez vu. Bon, on vous a un peu spoilé. Mais voilà, donc sur des tweets, il y avait un peu plus d'1 million de tweets, si je ne dis pas de bêtises. On a à peu près un 2 tiers, 1 tiers de tweets négatifs sur Trump et 1 tiers de tweets positifs. Donc Twitter n'aime pas Trump, contrairement à lui. C'est fini. Voilà, alors juste deux petits teasings. Là, vous avez vu que le notebook est un petit peu sale. Ça n'est pas forcément extrêmement propre. Donc ça amène au slot qui va venir juste après où on va vous montrer comment de quelque chose qui est un peu fouillis, on arrive à quelque chose de plus... Encore, c'est un notebook propre. Et encore, c'est un notebook propre. Et dernière chose, l'idée en fait qui peut être un peu marrante, c'est de pouvoir voir en live quels sont les... Enfin, si actuellement ce qui se passe sur Twitter, c'est positif ou non en ce qui concerne Trump par exemple. Donc si vous avez envie de voir ça, je vous invite à venir la semaine prochaine, parce que Loïc présentera un slot sur Spark Streaming où il fera de la prédiction en temps réel en utilisant le modèle qu'on vient de créer ensemble. Et voilà, merci. Voilà. Merci.